Bonjour à toutes et à tous. Je, je laisse les dernières personnes s'installer. Donc bienvenue à cet atelier Nos CCS ont du talent, donc le deuxième atelier qui vous est proposé sur la thématique de accueillir et mettre à l'abri quel levier. Donc un atelier qui va durer une heure. Une heure. Donc on aura trois interventions et on se gardera un temps pour forcément interagir, poser des questions ou partager aussi vous de votre côté des initiatives sur la thématique. Donc je vous demanderai de réagir sur les exposés, ce que les intervenants vont vous présenter. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Duflot, qui est élu vice-président du CCAS de Ronchin dans le Nord et qui est aussi vice-président de l'Union départementale des CCAS du Nord. Merci, bienvenue. Toujours pour rester dans le Nord, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Meau, qui est le directeur de l'Union départementale des CCAS du Nord. Donc merci Jean-Baptiste de participer à cet atelier. Et pour l'étape locale, on va dire, représentant de la Savoie, donc Monsieur Thierry Potet, qui est le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la DETS, pour aller plus vite. Donc merci aussi d'être parmi nous pour nous donner aussi cette vision locale des actions que la DETS peut mener aussi sur ce sujet-là. Donc sans plus tarder, pour avancer sur cette thématique, je vais m'adresser à vous, Pierre Duflot, en votre qualité d'élu local. Comment vous appréhendez la question du logement? Donc accueil, mise à l'abri. Voilà, je vous laisse prendre le micro et présenter vos actions. Merci de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis à la fois élu local et vice-président de l'Union départementale des CCS. Et je voulais dire d'abord, qu'il est très important que les élus et les techniciens travaillent main dans la main sur ces problématiques-là, parce que sans confiance mutuelle, je pense qu'il y a un problème de fond qui n'est pas abordé et on rentre très vite dans des querelles qui n'ont pas lieu d'être, surtout sur des sujets comme ça, qui touchent à l'humain. Le Carvounas, hier, réinsisté sur le rôle des CCAS et de la prise en compte de l'humain. Alors, pour vous tous, c'est très évident. Je dirais que par les temps qui courent, c'est pas aussi évident que ça. Et que donc, voilà. Et donc, rapidement, pour dire que le département du Nord, c'est un point de force et même désudé, on peut dire ça, historiquement avec le président honoraire de l'UNCAS actuellement, Patrick Caner, qui a œuvré quand même très longtemps en tant que président. Et puis aussi parce que on est à la fois le département le plus peuplé, 2 600 000 habitants sur le département, et le département où il y a l'un des plus pauvres de France, où il y a quand même des problématiques lourdes. Et ce matin, sur la précarité alimentaire, on a vu tout de suite qu'il y avait à la fois une difficulté globale et des expériences intéressantes. Alors bon, voilà, je dirais d'abord que moi je ne vois pas cette question de l'hébergement d'urgence décorrélée de l'ensemble des problématiques. D'abord de la problématique logement, évidemment, c'est une évidence, mais enfin il faut aborder ça de ce fait-là, parce que la pression est telle sur le logement que évidemment ça influe sur les capacités de réponse sur l'hébergement d'urgence. Et on sait très bien que actuellement, alors la métropole lilloise en plus, c'est 1 200 000, 1 300 000, 1 200 000 habitants. Et donc, on a toutes les problématiques très lourdes qui se posent au CCS et à nous. Alors, Ronchin est un peu à part, à la fois en termes de, je dirais, de réalité, parce que c'est un peu une ville périphérique par rapport à Lille, qui à la fois a les problématiques les plus lourdes et qui a les capacités de réponse que n'ont pas les villes périphériques.
Donc je disais, demande de logement très forte déjà, avec toutes les questions. Et quand on fait une ABS, on le voit bien, quoi. La question des familles monoparentales, la question des crèches, la question évidemment de l'isolement se pose, mais l'hébergement d'urgence a des caractéristiques assez différentes de point de vue. À la fois parce que moi je considère que sur cette thématique très large, il faut un petit peu voir les choses de façon plus précise. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'urgence absolue. L'urgence absolue, c'est les problématiques qui se posent pour les catastrophes climatiques, pour les incendies, etc. Et là, on est face à de l'immédiateté, je dirais, de prise en compte avec les capacités de répondre ou pas. Et puis après, il y a plus globalement ce qu'on peut appeler, et c'est presque le cœur de notre débat, l'urgence sociale, avec toutes ses caractéristiques. Quelle position on peut avoir sur le sans-abrisme, quelle position on peut avoir par rapport aux problématiques de masse qui sont posées, aux populations différentes. Et forcément, il y aura des réponses différenciées, plus ou moins acceptées d'ailleurs, à la fois par les autorités et même par la population. Il est évident qu'on ne traite pas de la même façon, pour faire un peu cliché, vous m'en excuserez, mais les populations subsahariennes que les populations ukrainiennes. C'est une réalité qu'on vit. Et donc ça, je veux dire, ça pèse sur les choix que les élus doivent porter en lien avec les CCAS, et ça dépend si on travaille main dans la main ou si il y a un peu d'écart dans la prise en charge. Je pense que dans une ville comme Ronchin, il y a d'abord 3 logements estampillés logements d'urgence. Donc vous voyez, c'est très peu. Et c'est le cas de beaucoup de villes, petites et moyennes, qui n'ont pas la ressource d'hébergement pour mettre en place ces dispositifs d'urgence. Même s'il y a la nécessité, et on voit bien qu'après, ce sont des choix individuels qui sont faits, avec la réalité qui est que, comme pour tout choix, sur quoi ça porte. Et nous, c'est très banal ce que je vais dire, mais on a fait le choix des familles avec enfants. On fait le prisme des enfants avant tout par rapport à la noria de situation auquel on est confronté. Donc, c'est à la fois comment on attribue les logements, voilà, quel type d'instance on met en place pour attribuer les logements, pour les gérer. Et ça, c'est la ville qui met à disposition 3 logements, je vous le disais, gérés par le CCAS, avec toutes les problématiques de gestion. Et puis aussi, comment on évite l'embolisation du système par le fait que les familles ne bougent pas à travers ça. Donc il y a des conventions, attribution temporaire, voilà, et au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a évidemment des coûts induits par ça. Alors généralement dans ces conventions, c'est assez comme des rapports propriétaires et locataires. On n'est pas du tout dans ces logiques-là, en fait. Donc c'est assez inadapté, mais on le sait bien. Et moi, je terminerai par, je parlais de l'humain, parce que, évidemment, il y a les règles, mais les autres participants les expliqueront, mais je veux dire, les règles, quand on est face à l'humain, quand on a, j'ai cet exemple en tête, à 19h ou à 20h, un week-end, un appel en disant, il y a une famille, avec surtout une femme avec 3 enfants, voilà, qui dorment dans la rue depuis 8 jours, il n'y a pas de solution, le 115 est sursaturé, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas trop les règles. On fait de l'humain, on prend en charge. Alors, des nuits d'hôtel, et puis après, on voit comment on peut gérer tout ça. Mais je crois que c'est ça qui est notre confrontation du quotidien. Et je le répète, sans un partenariat effectif avec toutes les entités qui peuvent porter ça, voilà. Donc Ronchin, ce n'est pas un exemple, ou plutôt un contre-exemple,
mais il y a d'autres exemples dans le département qui sont plus positifs, hein, et qui montrent bien que la capacité d'hébergement, à partir du moment où elle est assez importante, on peut faire quand même beaucoup plus de choses. Voilà. Merci Pierre Duflot. Pour remettre un petit peu en contexte, Ronchin, c'est une commune de à peu près 20 000 habitants, hein. Oui, 19 500. Voilà, 19 500, avec donc la proximité de l'île, ô combien, qui est assez enclavée quand même et qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas de zone commerciale développée, donc et qui vit, et notamment avec le quartier prioritaire de la ville, qui est un quartier de barres d'immeubles, quoi, hein, avec toute la difficulté que ça peut représenter. Et le CCAS est installé dans ce quartier-là, hein, donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, hein, de cette proximité-là, parce que ça stigmatise aussi pas mal, hein, la venue des gens, et on sait que c'est une des difficultés qui peut se produire, avec, je dirais, une vision, beaucoup d'associations, hein, dans tous les domaines, voilà, et la politique municipale se pose beaucoup sur les associations, et donc est un peu tributaire aussi de la capacité de ces associations de répondre aux besoins. Et je ne développe pas sur la question du bénévolat, etc., qui nous impacte tous par rapport à tout ça. Et donc c'est une ville qui a des moyens, notamment sur le plan scolaire, etc., mais qui est très en faiblesse sur le plan social, parce que débordée par l'ensemble des problématiques. Merci Pierre Duflot. Donc, on retient l'humain, la proximité comme de vrais enjeux. Donc, je pense que pour les CCAS de Ronchin, mais je pense qu'on se retrouve de manière un peu globale sur ces deux termes. L'ensemble des CCAS se retrouve dans ces deux termes. Je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Mau, avec on va dire votre position aussi en tant que directeur de l'Union départementale des CCAS, la vision que vous avez un peu transversale aussi l'ensemble des CCAS de votre territoire. Comment un CCAS peut-il contribuer à une mise à l'abri? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ce que vous avez pu percevoir? Est-ce que vous connaissez un peu de votre territoire? Oui, merci. Alors, pour remettre en contexte, hein, au niveau du Nord, Monsieur Duflot a bien rappelé les indicateurs sociodémographiques qui sont assez complexes et qui imposent et qui réifient l'attention sur le marché du logement à l'heure actuelle. On vous a parlé de la métropole européenne de Lille. En termes de demande de logement social, chaque année, on est à 55 000 demandes de logement social pour 10 000 attributions. J'aime bien qu'on a un stock qui s'accumule et qu'après cette tension arrive sur les CCS qui sont les acteurs de proximité. Et en fait, l'idée de cette intervention, c'était de vous balayer différentes formes de réponses qu'un CCS peut apporter. Alors, Monsieur Duflot l'a illustré, et ça sera aussi l'objet de nos échanges après. Le format le plus peut-être standard, qui est de dire le CCS ou la municipalité dispose d'un logement, on y met un ménage, mais quid de l'accompagnement, quid du délai de sortie, etc., etc. Et après, si on élargit un peu le spectre et qu'on se penche, on va dire, de la mise à l'abri au logement, c'est deux étapes que je vais vous présenter. Donc la première, en termes de mise à l'abri, Olivier l'a rappelé également, c'est le format aussi traditionnel qu'on retrouve chez les CCS de financer des nuits d'hôtel en cas d'incendie, en cas d'incident de la vie, etc., etc. Donc ça, j'ai envie de dire, le niveau zéro, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est une réponse immédiate. Moi, une autre réponse sur laquelle je vous invite à avoir une réflexion, on la retrouve beaucoup dans les CCS du Nord, c'est si vous êtes gestionnaire d'un établissement, et en fait notamment une résidence autonomie. Nous, dans le Nord, les résidences autonomie sont en moyenne à 85% de taux d'occupation, ce qui laisse 15% de vacances. Et donc, on a certains directeurs de CCS qui, dans leur résidence autonomie, réservent une place à de la mise à l'abri d'urgence. Comme ça, quand il y a une sollicitation de la gendarmerie, de la police municipale, notamment dans le cadre des violences conjugales, on a une réponse immédiate sur de la mise à l'abri qui est de mobiliser le logement dans la résidence. Néanmoins, j'attire votre vigilance là-dessus. Les CCS qui ont fait ça se sont déjà fait taper sur les doigts par le département du Nord, hein, qui a quand même la vocation et la responsabilité sur la résidence autonomie, et se sont fait rétorquer le fait que la résidence autonomie n'était pas destinée à loger des personnes en situation d'urgence sociale. Mais comme l'a dit Monsieur Duflot, quand vous avez de l'humain face à vous et que vous n'avez pas de solution, c'est toujours intéressant d'avoir un endroit où on peut mettre la personne à l'abri. Donc je vous invite à réfléchir à ce modèle-là
Et juste pour terminer le parallèle avec les résidences autonomie, nous, le département du Nord, on a aussi une grosse problématique au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Si vous suivez un peu l'actualité juridique, je vous apprends rien. Et on a aussi une volonté du département du Nord de placer des jeunes de l'aide sociale à l'enfance en résidence autonomie pour faire de l'intergénérationnel. Donc l'idée, c'est de se dire, on a du bâti qui est disponible, soit il appartient à la commune dans du diffus, soit il est dans le cadre d'une résidence un peu plus structurée. Et comment on mobilise ce bâti? Qu'est-ce qu'on fait de ce bâti? On peut conventionner avec le département pour y loger des jeunes en insertion ou, par exemple, réserver une place pour faire du logement d'urgence en cas d'incendie ou de violence intrafamiliale. Merci Jean-Baptiste. Et justement, vous parliez d'adaptabilité, de trouver des solutions, parce qu'il y a l'urgence et il y a l'humain derrière, donc c'est aussi le rôle des CCAS. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Je crois que vous avez parlé de Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur la démarche entreprise par la ville? Oui, alors, Villeneuve-d'Ascq, c'est une ville de 60 000 habitants. C'est la ville qui héberge le stade du club du Lille Olympique Sporting Club, le stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena avec notre logique de sponsoring. Mais voilà, ville de 60 000 habitants, Villeneuve qui est le produit d'une fusion de 4 communes dans les années 70, et ville également où on retrouve les campus étudiants de l'Université de Lille. Voilà, c'est quand même une ville avec un contexte démographique particulier. Et donc, le CCAS de Villeneuve-d'Ascq, et là, je reprends mes notes et je vous en informe, vous aurez ce que je suis en train de vous expliquer, un descriptif du dispositif mis en place par Villeneuve-d'Ascq dans le compte-rendu du congrès. Ils sont OK avec ça. Mais le CCAS de Villeneuve-d'Ascq, lui, porte un pôle d'hébergement d'urgence pour à peu près 70 places, divisé en 4 dispositifs différents. Et ça nous permettra aussi de transitionner avec l'intervention de la dette, avec la sempiternelle question de comment on se coordonne avec le SIAO pour l'attribution. C'est un tabou qu'il faut lever à un moment donné. On sait qu'en tant que CCS, on a envie d'avoir un regard sur les personnes qu'on loge et qu'on accompagne, mais on a tendance peut-être à mal considérer le rôle du SIAO en termes d'attribution, et ça, c'est un échange qu'on aura après. Et donc, concrètement, à Villeneuve-d'Ascq, qu'est-ce qui se passe? On a ce pôle hébergement d'urgence est composé de 4 dispositifs. Un dispositif logement d'urgence et insertion, un dispositif hébergement collectif, un dispositif dédié aux Ukrainiens suite aux prémices de la guerre. Et je rejoins les propos de Monsieur Duflot que on a eu du mal à trouver de la place pour les réfugiés syriens, afghans, mais pour les réfugiés ukrainiens, on a tout de suite trouvé des places. Ça questionne peut-être aussi notre modèle social et notre considération de l'humain en tant que société. Et un dispositif d'accueil de femmes victimes de violences de 8 places. Et d'ailleurs, on parlait des configurations locales. Initialement, le CCS de Villeneuve-d'Ascq ne gérait pas ce dispositif d'hébergement pour les femmes victimes de violences, mais l'association gestionnaire a fait faillite et a déposé le bilan. Et donc le CCS s'est trouvé à récupérer les logements gérés par cette association présents sur son territoire. Donc, on a 70 places. En termes de financement, on a 3 modalités de financement. Le premier, c'est une subvention de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Bon, je verrai si on peut vous détailler les montants, je ne les ai pas. On a de l'ALT, de la part des services de l'État, et on a la métropole européenne de Lille, qui fait partie des territoires préfigurateurs de la politique du logement d'abord, qui abonde aussi ce dispositif de logement d'urgence. Donc, en termes de public accueilli, on est vraiment sur toutes les typologies de public, à condition qu'il y ait un lien avec la commune de Villeneuve-d'Ascq. Un lien avec la commune qui est apprécié au sens du L264-4 du Code de l'action sociale et des familles sur la domiciliation. Les 4 critères du lien avec la commune, c'est ce sur quoi Villeneuve-d'Ascq fait son tri, on va dire. En tout cas, c'est le critère d'éligibilité au dispositif. Et quelles sont les modalités d'orientation à ce dispositif? Ce sont les partenaires du territoire de la commune de Villeneuve-d'Ascq qui orientent des personnes qu'ils connaissent vers ce dispositif. On ne passe pas par une orientation SIAO, mais le SIAO fait partie des partenaires intervenant sur le territoire de la commune. Donc le SIAO peut aussi proposer des personnes sur ce logement, la mission locale, des associations de lutte contre les exclusions, etc., etc. On est vraiment sur un dispositif à l'échelle ville, avec, en termes de limites rencontrées, une difficulté pour certains publics qui ont eu un long parcours à la rue, un long parcours d'exclusion, d'appropriation du logement et aussi d'accès pérenne au logement en sortie du dispositif d'urgence.
notamment par rapport à la tension sur le logement qu'on connaît en France. On a aussi un gros problème en termes de santé mentale avec les dispositifs qui n'existent pas. Et contrairement à un CHRS ou à une halte de nuit où parfois on a du gardiennage, où on a des travailleurs sociaux de nuit, sur ce dispositif porté par le CCAS, on ne l'a pas. Donc ça fait partie des limites aussi qui ont été identifiées par le CCAS, tout comme la dégradation de l'état de santé lors de l'occupation du logement, hein, vu que c'est un logement dont le bail n'a pas vocation à glisser à l'usager. Voilà, se pose des questions, on ne va pas faire intervenir un ergothérapeute, modifier l'état du bâti, etc., etc. Donc ça, c'est les principales limites. Et pour répondre à ces limites, le CCS de Villeneuve-d'Ascq a mis en place 2 dispositifs. Le premier, c'est un comité d'orientation logement. Alors en fait, très concrètement, ils prennent tous les partenaires de la ville, ils les mettent autour de la table et on réfléchit collectivement aux solutions qu'on peut trouver, hein. L'intermédiation locative, les résidences sociales, les foyers mère-enfant, etc., etc. Mais voilà, de partager les expertises et les compétences. Et face à la question centrale qui est comment faire si la personne qu'on reloge dans le cadre de notre logement d'urgence refuse de quitter le logement. C'est quand même ballot qu'un CCS lance une procédure d'expulsion pour un ménage qui l'a relogé, hein, on en conçoit. Ce qui est mis en place par Villeneuve-d'Ascq, c'est que si on sent qu'il y a une difficulté au niveau de la volonté de la famille de quitter le logement, il y a une rencontre qui est organisée par les cadres du CCS, donc c'est le directeur et la responsable action sociale qui se rendent à la rencontre du ménage. On a aussi des échanges biannuels entre ces cadres et le public accueilli. Et si ces échanges, on va dire, dans une tentative de conciliation amiable n'aboutissent pas, un courrier, parce que la manière dont le CCS de Villeneuve-d'Ascq a structuré l'occupation de ce logement, c'est une convention d'occupation d'une durée de 6 mois, renouvelable 1, 2, 3 fois. Mais en fait, voilà, au bout de 6 mois, on fait un bilan, mais vous savez que les délais d'attribution du logement social ne permettent pas d'être logé en 6 mois. Donc voilà, le format légal qui cadre l'occupation, c'est une convention d'occupation. Et pour terminer, parce que ça vous intéresse, j'imagine, sur le tarif, il faut que je le retrouve dans mes petites notes, on est à 3 € par jour par personne. Donc en fait, sur du mois, ça fait 100 €. Si vous êtes une famille de 3, ça fait 300 €. Ce qui reste une réponse attractive. Et les ménages sont domiciliés au CCAS et ne sont pas domiciliés à l'adresse du logement d'urgence. Merci, merci Jean-Baptiste pour ce retour d'expérience. C'est effectivement assez inspirant pour les autres CCAS. Petite dernière question, si vous le permettez, avant de donner la parole à Monsieur Potet. En préparant l'atelier, vous avez évoqué la question des pensions de famille. Ah oui, merci. Juste voilà, brièvement, je trouvais intéressant le début d'échange qu'on avait eu. Est-ce que vous pouvez juste développer rapidement? Oui, bah alors l'idée, c'est d'aborder en fait toute cette famille des résidences sociales. C'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier, dont le portage est historiquement réalisé par des porteurs associatifs, hein, certains nationaux, type Qualia, la FEJ, etc., etc. Et en fait, la résidence sociale en tant que telle facilite cet aspect de pouvoir gérer l'attribution et l'occupation du logement en résidence sociale. C'est uniquement la structure gestionnaire qui a une main sur l'attribution du logement. Et on a une forme de résidence sociale qui est plébiscitée par la politique du logement d'abord, c'est les pensions de famille ou maisons relais. Hein, c'est le même nom en fonction des territoires. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces maisons relais, ces pensions de famille, c'est qu'on est sur du semi-collectif. Hein, en général, c'est 20-30 places grand max. Le format à l'intérieur peut varier en fonction des gestionnaires, je ne m'arrêterai pas là-dessus pour le moment. Et les pensions de famille, les places que vous créez en pension de famille sont comptabilisées dans la loi SRU. Donc, si vous êtes en déficience par rapport à votre atteinte d'objectif SRU, 30 places sur une pension de famille, ça peut aussi peser dans la balance. Et on est vraiment sur du dispositif très local. Et la pension de famille, je terminerai là-dessus, tout comme la résidence sociale, a un statut de logement. On n'est pas sur du CHRS. Quand vous êtes en pension de famille, vous avez un bail. Et donc, l'accompagnement social des résidents en pension de famille n'est pas obligatoirement réalisé par le CCAS. En fait, il relève du droit commun et donc des dispositifs qui peuvent exister sur votre territoire et des forces en présence, notamment en termes de couverture associative. Donc, je vous invite, moi, à avoir une réflexion sur est-ce qu'à l'échelle de ma commune, porter ou inciter au portage d'une pension de famille, maison relais, ne pourrait pas vous apporter des bénéfices.
Merci Jean-Baptiste. Donc, je pense qu'on va retenir l'idée. Ça pourrait être vraiment intéressant de creuser puis d'échanger un peu sur ce sujet-là un peu plus tard. Donc, je vous propose de quitter les montagnes du Nord, donc les terrils, pour venir dans les montagnes, voilà, dire où l'air est aussi agréable. Thierry Potet, en tant que voilà, directeur de la DETS de Savoie, euh, selon vous, comment les différents acteurs peuvent-ils mieux travailler ensemble sur le terrain et aussi avec quel objectif? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, mon prédécesseur a fait la promotion des pensions de famille et je le rejoins pleinement parce que je crois que c'est un outil qui est vraiment très intéressant et nous, on en développe, on en ouvre chaque année et on ne regrette pas. C'est vraiment un outil qui est très pertinent par rapport aux besoins des publics. Alors, d'abord, dire que le département de la Savoie, c'est une autre réalité que le département du Nord. On est un tiers de l'agglomération lilloise, quoi, on va dire. Donc on n'a forcément pas les mêmes approches, pas la même façon de travailler, etc. Donc je voudrais qu'on ait bien ça, ce cadrage-là en tête, parce que ce que je vais dire pourrait croire quelquefois que ça s'oppose à ce qui vient d'être dit, mais je ne crois pas. Je crois il y a aussi des questions d'échelle, d'approches qui doivent être forcément différentes. Le département de la Savoie, c'est un département qui est considéré comme un département riche, mais qui n'est pas tant que ça. En tout cas, il y a des zones de population, et notamment en urbaine, mais pas seulement en rural et au fond de nos vallées. On dit familièrement que la moitié du PIB de la Savoie, il est fait au-dessus de 1500 mètres, en dessous de 1500 mètres, donc ça laisse beaucoup de place pour une réalité très diversifiée. Voilà, c'est pour autant un département à taille humaine et où on a une approche sans doute des politiques sociales qui est forcément différente. Et c'est un département où il y a historiquement, j'ai envie de dire, enfin, je ne sais pas ce que veut dire historiquement, mais moi, j'ai toujours connu une relation assez consensuelle, assez constructive entre les différents opérateurs, avec les collectivités et avec les services de l'État. Et donc, quelques éléments de réflexion de notre pratique sur le plan départemental 73 par rapport au sujet. Ce qui me paraît, ce que je voudrais dire en premier, c'est que nous, on joue énormément collectif. Et je crois que c'est un élément qui est très important. Je pense que d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table, c'est une image, parce que la table serait grande, d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table, c'est fondamental pour arriver à traiter les situations et à répondre aux enjeux et aux besoins. Ça veut dire jouer collectif, ça veut dire à un moment donné que la stratégie, elle est partagée. La stratégie de l'hébergement d'urgence, même si on n'a qu'un seul acteur sur le département d'hébergement d'urgence, on a un seul acteur, il n'y a pas les CCS, mais si, il y a 3 places dans un CCS. C'est tout à fait anecdotique, mais on a 350 places d'hébergement d'urgence et elles sont gérées par un seul acteur sur tout le territoire. Mais pour autant, l'hébergement d'urgence, vous l'avez dit, ça ne se traite pas uniquement en regardant le côté hébergement, c'est d'abord la fluidité et la façon dont on va pouvoir sortir vers le logement. Donc c'est sur l'ensemble de cette stratégie-là que je voulais dire, il faut qu'on joue très très collectif. Ça me paraît indispensable parce que on a besoin à la fois sur l'accueil, mais aussi, c'est-à-dire trouver une place, une mise à l'abri, ou un logement accompagné, mais aussi par rapport à ce qu'on peut offrir en termes d'accompagnement. On a besoin là aussi, pour ceux qui sont dans l'accompagnement et pas dans l'hébergement de logement, on a besoin qu'ils soient aussi autour de la table et de travailler ensemble. Et c'est ce que l'on a développé. Bon, tout n'est pas parfait. Alors, en tout cas, on n'est pas dans une relation d'opposition ou de clivage entre les différents opérateurs. Ça veut dire qu'on travaille ensemble sur les diagnostics, qu'ils soient à une échelle infradépartementale ou même départementale. Ça veut dire aussi qu'on a en permanence des réflexions sur l'évolution, sur les publics, sur une analyse de ces publics. Ça veut dire aussi que ça se fait, qu'on va travailler ensemble sur la fluidité, sur comment on sort de l'hébergement d'urgence, comment on sort aussi, parce que c'est un vrai sujet sur notre département, ça n'a pas été évoqué, mais comment on sort aussi des CADA et de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, parce que c'est un vrai sujet. On a un département frontalier et même si d'autres départements le ressentent plus que nous, ça se sent quand même très fortement. Donc il y a un vrai sujet autour de ça et en se disant qu'est-ce qu'on est capable d'offrir et surtout comment on analyse chacune des situations et qu'on fait l'offre qui correspond. Ça veut dire qu'on a donc des commissions régulières, on a aussi des commissions exceptionnelles à un moment de situation. On a, mais vous l'avez certainement aussi dans vos départements, des commissions qu'on appelle des cas complexes, où là, ça demande un peu plus de temps et de construire un parcours très, très individualisé. Et cette notion de parcours individualisé me paraît très importante. Alors,
Ben oui, il y a un sujet polémique autour de ça, c'est l'USIAO. Moi, je vous dis ma position, hein, et c'est la pratique qu'on a ici. Le SIAO, c'est vraiment un acteur central. Un acteur central, et la quasi-totalité des places qui sont offertes passent par l'USIAO. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est le SIAO qui fait la pluie et le beau temps sur les attributions, sur les orientations. C'est simplement quelqu'un qui, à un moment donné, va jouer, enfin, quelqu'un de structure qui va jouer un rôle de coordination et qui doit, dans ce rôle de coordination, je crois, créer une relation de confiance avec l'ensemble des opérateurs. Et cette relation de confiance, elle va notamment passer par le fait qu'il faut respecter aussi quels sont les choix et les priorités associatives, politiques que peuvent avoir les différents opérateurs de l'hébergement et du logement. Et être un acteur central du dispositif ne veut pas dire qu'on va diriger ce dispositif. Ça me paraît fondamental de le dire. Et à un moment donné, le débat est dans la confiance. Si le débat est dans la confiance, j'ai l'impression que, chez nous, que ça se passe plutôt de façon positive. C'est aussi pour nous, le SIAO, un acteur qui permet de mobiliser aussi l'ensemble des accompagnements possibles. Parce qu'il travaille en relation avec la CAF, avec la CPAM et avec des acteurs de la santé. Et je disais tout à l'heure, il y a un principe qui est très important, c'est celui de la fluidité. La fluidité, alors c'est un terme qui est quelquefois vu de façon très négative, c'est un peu se débarrasser d'eux, hein. C'est laisser vider la place, trouver une place, hein, faire le vide. Moi, je crois que c'est pas du tout ça. Au contraire, la fluidité, c'est essayer à un moment donné de mettre la personne à la bonne place et se dire cette personne, elle est capable de progresser vers. Ça reste à définir individuellement, etc. Et c'est bien le rôle du SIAO, lorsqu'il a les cartes en main, de pouvoir faire des propositions. Je dis bien des propositions, encore une fois, aux opérateurs, mais ce rôle central me paraît très important. Après, autre point sur lequel je voulais évoquer, c'est celui, évidemment, vous allez dire c'est légitime que j'en parle, c'est celui de la place de l'État. Sur un département comme la Savoie, l'État est très présent dans ce dispositif. L'État est très présent dans le pilotage de ce dispositif, mais pilotage, là encore une fois, c'est dans le respect des autres et dans le respect des partenaires. Le pilotage, ça veut dire à un moment donné, on est fédérateur, on essaie d'être fédérateur, on essaye d'être aussi l'arbitre, quelquefois, hein, de situations ou entre opérateurs, ou de situations qui sont un petit peu, qui pourraient être conflictuelles, ou en tout cas qui ne sont pas consensuelles. C'est aussi d'être un assemblier. Et ce rôle-là me paraît très important lorsqu'on a, comme je disais tout à l'heure, tous les acteurs autour de la table. Je voudrais vous donner un ou deux exemples de ce travail collectif, hein. Vraiment, le mot collectif, c'est pour nous important. On avait, il y a 2-3 ans, je dis 2-3 ans, je ne sais plus quand c'était, peu importe. C'était en 2021-2022, je crois, oui. On avait des chiffres qui n'étaient pas très bons de sortant de l'hébergement vers le logement. Et donc, on a fait un travail d'analyse. C'est pas moi, hein, c'est pas la DDE-TSPP, c'est avec les acteurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses fondamentales. Le refus des intéressés, des gens qui étaient en hébergement d'urgence et qui ont proposé un logement social, qui refusaient d'y aller. Et puis, il y avait, j'ai envie de dire, le refus des CAL, des commissions d'attribution de logement, par rapport à quelqu'un qui sortait de l'hébergement d'urgence. Et ça, ce constat, on l'a fait opérateur de l'hébergement d'urgence, SIAO, bailleurs sociaux, hein, tout le monde autour de la table, et on n'aurait pas trouvé la solution tout seul, ni les uns ni les autres. Et c'est ce travail collectif qui a permis de faire ce constat que l'on vient d'évoquer et de trouver des solutions simples, hein, simplement les travailleurs sociaux participent à la visite du logement, par exemple, avec l'héberger. Le travailleur social va en commission d'attribution de logement pour expliquer cette personne aujourd'hui, dans quel stade d'autonomie elle est et pourquoi on pense qu'elle est capable d'aller en logement social, etc. Dans le cas, expliquer dans cette commission les éléments. Et puis aussi, c'est pas parce qu'il entre dans le logement que le travail social doit s'arrêter. Et donc de continuer en sifflet ce travail social qui va à la fois rassurer l'hébergé, qui devient logé, et à la fois rassurer le bailleur social qui se dit maintenant je suis tout seul avec quelqu'un qui peut-être a fait des grands progrès d'autonomie, mais sûrement qui a encore des difficultés à lever. Un autre exemple, là c'était plus sur du bâti, là c'est un travail avec le CCAS de Chambéry, je ne sais pas s'il y a personne dans la salle. Non.
Bon, la présidente, j'ai vu, était là ce matin, sur une vieille résidence sociale qui avait 240 logements. 240 logements, un gros truc, vous imaginez, complètement désuet aujourd'hui, avec une passoire thermique, avec des logements pas adaptés, avec des travaux énormes à faire dedans, et puis même, à la limite, il n'y avait plus de politique d'attribution, des gens qui étaient c'est une résidence sociale avec des gens qui étaient en résidence sociale depuis 15 ans, depuis 20 ans, plus de travail d'analyse, les choses avaient été un petit peu abandonnées, c'est pas la faute du CCAS, hein. C'est beaucoup plus complexe que cela, avec une association qui a disparu, qui gérait, etc., des appartements. Et donc là, c'est un travail collectif, piloté par le CCAS, auquel on a participé, mais d'autres acteurs ont participé pour définir vraiment l'analyse du territoire, chacun amenant les éléments qui devaient être diagnostiques de notre territoire. C'était sur l'agglomération chambérienne, hein. Même CCS de Chambéry, mais c'était un peu plus large en termes de territoire. Et ce qui a plusieurs bâtiments et ça couvrait sur 3 communes. Et toute une réflexion qui a permis de construire un projet très différent, mais qui aujourd'hui répond, on est convaincu, il n'est pas terminé, convaincu à l'ensemble des besoins, à la fois de la rénovation de certains, à la fois de la démolition et reconstruction, avec un travail sur les typologies de logements plus adaptés à la demande qui est aujourd'hui, avec la création d'une pension de famille de 25 places. Il y en a 21 pour l'instant, les 5 vont arriver. Mais voilà, ce travail collectif, je crois qu'il a plus de sens. Et puis en même temps, il s'intègre pleinement, j'ai envie de dire, dans le panorama qui existait jusque-là. Voilà, j'ai déjà été très bavard, mais je suis très bavard. Alors, j'ai 2 autres exemples, mais ça fait rien, je donnerai peut-être plus tard. Merci, Monsieur Potet. On va vraiment l'importance toujours et l'intérêt de travailler en collectif, en transversalité, et puis la place donnée aussi au CCAS dans la réflexion et le travail un peu prospectif pour pouvoir toujours mieux accompagner les personnes en difficulté. Donc ça reste vraiment des choses qu'il faut, je pense, majoritairement promouvoir et continuer à développer dans la mesure du possible. Je vous propose peut-être, vu qu'il nous reste à peu près une vingtaine de minutes, donc si vous avez des questions, voilà, je vous propose d'interagir par rapport à ce que nos intervenants ont pu vous présenter. Vous vous présentez, vous dites voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, et puis on essaie de faire des questions succinctes, et mes collègues, chers intervenants, on essaie de faire des réponses aussi succinctes pour favoriser la parole. Bien, bonjour, Marc Weislocker, CCAS de Strasbourg. Donc en termes de dispositif d'urgence, je me reconnais à 2 places près dans Villeneuve-d'Ascq. SIAO, ça fonctionne plutôt bien pour l'urgence. C'était plutôt j'ai une question pour Monsieur Lefort. Vous indiquez que vous avez eu des difficultés d'acceptation sur les lieux d'hébergement, et je trouve que j'ai une situation actuellement un peu compliquée. Et d'autre part, la question de la fin de la prise en charge. Vous en avez parlé un petit peu aussi pour Villeneuve-d'Ascq. Pour nous, c'est vraiment un vrai souci. On a beaucoup de dispositifs. On a 600 places qui sont payées par la ville et l'Eurométropole sur des durées très très longues. On réfléchit beaucoup là, on fait beaucoup d'intercalaires. On a 120 personnes à peu près qui sont logées dans des bâtiments vacants de la ville avec des durées relativement courtes. Ça peut être 6 mois, 10 mois. Et là, pour l'instant, ça fonctionne. Et on voit arriver on voit arriver le mur de la fin de la prise en charge. Donc, je serais preneur de la façon dont vous le gérez, au-delà du fait de dire qu'on voit les familles, qu'on leur explique, et qu'évidemment, comme tous les CCS, on freinera de façon très forte avant de demander un référé mesure utile. Merci. Oui, je peux commencer à répondre. Moi, le CCS de Villeneuve-d'Ascq, le retour qu'ils m'ont fait, c'est que le dispositif qui sont mis en place de visite régulière des cadres et de recherche de solutions collectives pour une sortie de ce dispositif d'hébergement, aujourd'hui, n'ont pas dû aller au contentieux avec des usagers qu'ils hébergent. Peut-être qu'on a une configuration locale qui fait qu'on n'est pas à rentrer dans ces extrémités-là. Et après, en fait, ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut être vigilant, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de sécuriser la structure juridique du bail. C'est-à-dire que les personnes relogées par Villeneuve-d'Ascq ne disposent pas d'un bail, elles disposent d'un contrat d'occupation. Juridiquement, ça n'a pas la même valeur. Et donc, en fait, si le propriétaire, en l'occurrence le CCS de Villeneuve-d'Ascq, refuse au bout de 6 mois de renouveler la convention d'occupation, le ménage n'est plus en droit d'occuper. Mais le travail de pédagogie qui a été fait en amont a permis qu'on n'ait pas à devoir
utiliser la coercition pour faire en sorte qu'une famille sorte de l'hébergement. Et en effet, parfois, on a des familles qui s'ancrent dans l'hébergement, notamment parce que financièrement, c'est plus avantageux pour elles que d'accéder au parc social. Mais en tout cas, avoir une forme de contrat d'occupation qui soit cadré permet d'accompagner cette fluidité, même si ça ne répond pas à la question de qu'est-ce qui se passera à la fin de l'occupation du logement d'urgence. On rencontre, oui, nous, des situations de personnes qui veulent pas sortir à tous les stades, hein, CADA, HUDA et expulsion locative, hein, puisque on gère, j'ai envie de dire, toute la panoplie, même en résidence sociale avec des personnes qui payent pas, etc. Jusqu'à présent, justement parce qu'on a tous les acteurs autour de la table, je crois encore une fois, jusqu'à présent, on a toujours réussi à trouver une proposition, en tout cas, à faire à la personne ou au ménage lorsqu'il sort. C'est-à-dire, bon, on applique, nous, la règle, par exemple, sur l'expulsion locative systématique, qui est que à toute personne qui est expulsée, évidemment, après tout le travail de prévention d'expulsion qu'on fait avant, hein, c'est sur 6 dossiers, sur 4 dossiers, il y en a un qui va à l'expulsion, c'est tout. À chaque fois, on propose quelque chose d'adapté. Au pire, en hébergement d'urgence, je veux dire au pire. Oui, pourquoi je dis ça, hein, mais je veux dire, sinon, on peut quelquefois même un nouveau logement. Mais simplement en accord avec le bailleur et avec un système éventuellement de baux glissants ou de sous-location, etc. Mais quelquefois, on a été amené aussi parce que il y a du déni, parce que la personne ne veut pas regarder en face la situation dans laquelle elle est, malgré tout l'accompagnement qu'il devrait y avoir. Quelquefois, on fait des référés mesures utiles. Quelquefois, on le fait avec le concours de la force publique. C'est clair. Mais dans tous ces cas-là, de toute façon, en tous ces cas-là, la personne est prise en charge immédiatement derrière, hein, quand elle franchit la porte du logement, pour repartir dans un travail social et de reconstruction, quoi. Ça ne fait jamais plaisir de faire appel au concours de la force publique, mais à la limite, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu l'électrochoc qu'il faut pour repartir. Mais on n'abandonne pas sur le trottoir. J'ai jamais vu une personne chez nous qui reste sur le trottoir. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question. Oui. Oui, bonjour. Pierre-André Quin, je suis directeur général adjoint du CCS de Bordeaux. J'ai une question pour M. Potet pour la dette, mais que les autres pourront répondre aussi. Vous avez parlé, effectivement, tous d'ailleurs, de la nécessité de mettre le maximum d'acteurs autour de la table. Effectivement, le SIAO est un outil intéressant. Moi, j'avais envie de vous interroger sur les modalités de portage de ce SIAO. Alors, en majorité, c'est des portages par des associations. Je ne sais pas comment c'est ici. En tout cas, nous, à Bordeaux, c'est une association. Est-ce que c'est encore le bon modèle aujourd'hui? Est-ce que ce portage, il garantit justement une bonne implication de tous les acteurs? Ou est-ce qu'on peut... Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer vers quelque chose d'un peu plus partenarial? Je pense qu'il y a certains territoires qui ont mis en place des groupements d'intérêt public. Je crois Rennes, Lyon. Enfin, je n'ai pas forcément la cartographie en tête, mais est-ce que vous pensez que c'est le modèle du portage par une association est encore le bon modèle aujourd'hui pour garantir l'implication de tous les partenaires dans le cadre du SIAO? Ouais, j'ai pas vraiment de réponse. Alors oui, c'est porté par une association sur la Savoie. Au dernier appel à candidature, il n'y avait qu'une association candidate. Donc de toute façon, voilà. Après, je crois que ça pose pas de difficulté chez nous parce que je vous ai un peu expliqué ou dépeint l'état d'esprit dans lequel on travaille, mais je pense quand je discute avec mes collègues en Auvergne-Rhône-Alpes et sur certains départements, je pense que vous avez sans doute raison, c'est qu'à un moment donné, il faudrait trouver un portage qui implique tout le monde et que tout le monde se sente cette stratégie partagée, comme moi j'appelle de mes voeux, elle n'est pas toujours vécue comme cela dans d'autres départements. Donc vous avez sans doute raison que ce ne soit pas un opérateur qui quelquefois peut être dans une situation concurrentielle par rapport aux autres opérateurs, hein, faut pas se mentir, il faut regarder les choses en face. Et sans doute on pourrait faire évoluer, en tout cas là où on sent que les choses sont plus sensibles, vers une gouvernance qui implique plus l'ensemble des acteurs. Juste rapidement en complément là-dessus, nous dans le Nord, on a 3 SIAO
2 portés par des opérateurs associatifs avec un statut classique. Et le dernier, alors je ne sais pas si c'est un GIP, mais en tout cas, il est composé, le dernier qui intervient sur l'arrondissement de Lille, de l'ensemble de la gouvernance, est composé de l'ensemble des associations qui gèrent, en gros, de la HI, accueil de jour, CHU, CHRS. Et donc, on a un SIAO qui est gouverné par les assos qui vont être impliqués par le SIAO. Mais l'union départementale des CCAS, par exemple, ou le département du Nord, même si on n'a pas cette compétence logement hébergement chez le département, ne font pas partie de la gouvernance. Mais on a un SIAO qui est gouverné collégialement par les associations du territoire, et ce qui peut en effet réduire cet effet de concurrence qui était évoqué par M. Potet. Mais moi, je vous rejoins, on a besoin d'une approche collective, parce qu'on le voit qu'il y a toujours, forcément, quand il y a des non-dits, il y a des blocages, il y a des tensions qui émergent. Et on l'a bien dit tout à l'heure, en fait, l'important, c'est la communication. Communiquer avec votre département si votre résidence autonomie elle est en sous-occupation. Communiquer avec votre SIAO si vous voulez mettre en place une politique d'hébergement à l'échelle communale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision? Alors, j'ai 2 mains qui se sont levées. Oui, bonjour, Marion Brunamortier, directrice générale du CCS de la ville de Grenoble. Je me permets une intervention question, parce que c'est vrai que je partage la majorité des choses qui ont été dites là, l'importance évidemment du partenariat, voire même de la gouvernance partagée, l'importance de la proximité et de l'humain. Néanmoins, je vois quelques écarts par rapport à la réalité que l'on vit à Grenoble, et notamment par rapport au public là, qui sont ceux qu'il semble être dans les files actives que vous évoquez, notamment si je prends l'exemple de la Savoie. On a à Grenoble une difficulté majeure avec des familles qui, malheureusement, n'ont ni accès à l'emploi, ni accès au logement, au droit à l'emploi, droit au logement, avec du coup des difficultés forcément pour entrer même dans l'hébergement d'urgence, et encore plus pour en sortir. Quelques exemples, donc le CCS de Grenoble domicilie aujourd'hui à 3500 boîtes aux lettres. Il y en avait 1500 en 2018, 3500 aujourd'hui. Ça couvre 4400 personnes, donc il y a 1000 mineurs dans ces personnes domiciliées. Le CCS porte 340 places d'urgence, d'hébergement d'urgence financées par la ville de Grenoble. Nous sommes aussi opérateurs de l'État via 2 CHRS et 78 places d'hébergement d'urgence financées par l'État. Et pour autant, j'ai le sentiment aujourd'hui que les réponses qui sont mises en œuvre, que ce soit celles de l'État, que je reconnais, et d'ailleurs nous travaillons très bien avec la DETS de l'Isère, mais ou celles de la ville qui sont conséquentes, très conséquentes pour une ville de la taille de Grenoble. L'hébergement d'urgence pour Grenoble, c'est environ 1 700 000 € par an, ne suffisent pas et sont loin en fait des problématiques qui sont déjà devant nous et qui seront devant nous demain. Donc en fait là, la question que je pose, qui est une question ouverte en fait, je ne sais pas vraiment à qui l'adresser, c'est quelles sont les autres solutions aujourd'hui que l'on peut débloquer pour travailler ensemble pour répondre à cette demande sociale urgente et qui s'accroît. Et notamment pour des familles avec enfants qui aujourd'hui occupent les écoles, qui ne trouvent pas réponse, qui appellent le 115 sans malheureusement avoir de propositions, qui sont dans les accueils de nuit mais qui ne sont pas dans des hébergements pérennes. Enfin, voilà, je pourrais donner pas mal d'exemples. Mais du coup, un tableau qui est certes très dynamique sur Grenoble, mais il me semble insuffisant déjà à ce jour, et je crains un peu le lendemain. Donc, quelles sont les réponses? Alors, je suis obligée de regarder, alors c'est peut-être un mot un peu tabou, mais du côté de la fluidification par l'accès à un statut administratif qui permette l'accès à l'emploi et au logement. Je regarde aussi du côté des logements vacants, et je pose la question aussi à l'État, que faire face à la quantité de logements vacants que nous avons et au regard de la demande sociale. Merci. Donc effectivement, question assez, assez large, mais quand même assez précise dans les problématiques qu'elle évoque. On voit aussi l'aggravation aussi de la précarité, l'augmentation des publics, les nouveaux publics aussi qui frappent aux portes des CCAS. On parlait des personnes âgées, on parlait d'étudiants, on parlait ce matin de salariés aussi en CDI. Donc c'est toute on va dire une population qui vient au CCAS et qu'il faut qu'on prenne en charge. Sur l'aspect peut-être un peu logement, peut-être Jean-Baptiste, sur le retour que vous avez, vous, des CCAS, et puis dans cette grande question, je pense qu'on pourrait copier-coller la question pour en faire un vrai atelier un peu plus tard, mais rapidement sur cette problématique.
vais pas me faire que des amis, mais de par ma formation, moi j'ai une formation en sociologie du logement, et en fait pour moi le logement ne devrait pas être un bien marchand. On n'a pas parlé, mais il y a aussi la question des Airbnb et ce genre de choses qui embolisent des centres-villes et qui réduisent les capacités de réponse vis-à-vis du logement. Donc en fait il faudrait une politique au sens noble du terme qui remette le logement à sa place, qui est un lieu d'intimité, qui est un lieu d'abri, qui est un lieu où on peut se développer. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui et on n'y répondra pas dans l'immédiateté. Je vous rejoins sur le logement vacant et même plus largement sur le bâti vacant parce que en fait, je pense qu'il faut une simplification aussi administrative et législative. On a des logements commerciaux, des logements à vocation commerciale, industrielle, enfin des bâtis qui sont vacants, qui ne sont en l'état pas adaptés à une occupation dans le sens du logement, mais qui, avec peut-être un peu de rénovation et de réaménagement, pourraient être remis sur le marché locatif, public ou privé. Donc un enjeu de mobiliser ce bâti vacant dans une logique de résilience énergétique, mais qui va de fait impacter énormément de choses derrière. Et alors, une réponse qui a été mise en place dans certaines communes, et je pense au CCS2, enfin la ville de Roubaix qui était présente ce matin. En fait, la problématique de fond, c'est qu'on a des personnes dont la situation administrative ne leur permettent légalement pas un accès au parc social. C'est soit on revoit la loi, soit on essaye de mobiliser d'autres formes de logement. Et en fait, le risque et la réalité qu'on rencontre, c'est que ces personnes-là se retrouvent souvent chez des marchands de sommeil. Parce que c'est le seul parc privé qui accepte de les louer, qui accepte de les loger et de leur proposer des logements privés locatifs. Et donc peut-être que des initiatives comme le permis de louer sont aussi des choses à développer. On ne solutionnera pas l'ensemble de la problématique, mais un contrôle des logements privés mis en location à une échelle communale peuvent aussi permettre de faire en sorte que ces ménages sans droit ni titre ne soient pas victimes des marchands de sommeil. Et je terminerai là-dessus aussi, hein, il y a une problématique de fond avec le DALO. Pas rentrer sur le DALO en général, mais encore une fois, je pense qu'il y a un besoin de simplification et d'harmonisation des lois et des réglementations. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, pour être reconnu prioritaire au DALO, vous n'avez pas besoin de fournir un avis d'imposition. Donc vous êtes reconnu prioritaire et urgent au DALO. Sauf que pour accéder au logement social, vous avez besoin de votre avis d'imposition. Et en fait, dans le Nord, on a une grosse masse de personnes qui sont reconnues prioritaires et urgentes au DALO, mais que l'État ne peut pas reloger en l'état des choses parce qu'ils n'ont pas leur avis d'imposition. Donc en fait, je pense qu'il y a besoin de simplifier et d'harmoniser les lois. Le permis de louer, ça peut être une initiative pour éviter les marchands de sommeil et de simplifier les lois. Enfin, pour moi, c'est un peu la réponse qui peut permettre ça et pour éviter aussi qu'on ait certains ménages à la situation administrative précaire qui embolisent le système d'hébergement d'urgence. Parce que vu qu'elles n'ont nulle part où aller, on a des ménages qui passent 10-15 ans au CHRS alors que ce n'est pas la vocation du CHRS. Donc voilà, simplification, permis de louer et simplification de la réglementation dans le sens où pouvoir plus facilement transformer un bâti commercial ou industriel en logement. Avec les statuts, etc., c'est des choses assez complexes. Mais c'est ma position en tant que sociologue du logement et individu. Ce n'est pas la position de l'UD du Nord, ce n'est pas la position du département du Nord. Merci Jean-Baptiste. Monsieur Non, Potet, si vous voulez. Moi, j'ai pas de réponse au CCAS de Grenoble, hein, mais je connais un peu la situation grenobloise. Je sais qu'elle est très très compliquée et bon courage. Je voudrais juste dire une chose, c'est que c'est pas. Je crois qu'il faut pas se faire d'illusions. C'est par rapport aux personnes qui ont un droit incomplet, enfin, notamment aux déboutés de la demande d'asile, c'est pas l'État qui va chercher des solutions, qui va vous apporter un stop d'initiative. Et pourtant, nous, on arrive à maintenir en hébergement d'urgence toutes les personnes qui sont fragiles, l'ensemble des familles, d'abord dans une condition où l'éloignement, vous savez, est très compliqué. Et donc ces personnes-là, on considère qu'il y a de fragilité. On a même développé un dispositif spécifique pour les jeunes qui n'étaient pas reconnus mineurs par le conseil départemental, qui étaient en recours, qui étaient souvent scolarisés. Et on a mis un dispositif en place avec des sortes de logements, de colocation, à 7 ou 8, en lien avec la société civile, c'est-à-dire en lien avec des associations, avec ou des bénévoles, qui les accompagnaient au quotidien, etc. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les mêmes droits que pour les autres, etc. Et, pour autant, on peut trouver des petites solutions comme ça, mais elles ne sont pas à l'échelle de l'agglomération grenobloise, hein, j'ai bien conscience. Merci, Monsieur Duflot. Oui, c'est pas une conclusion, mais enfin, on voit bien que les questionnements sont à la fois très pertinents, hein, et montrent bien l'acuité des problèmes rencontrés.
Et les réponses, voilà, elles sont données en tant qu'acteurs, techniciens, etc. Et tout ça, c'est la reconnaissance du travail qui est fait à ce niveau-là. Mais en tant qu'élu, je dirais que les réponses sont politiques, hein. Là, ça me paraît très évident par rapport à l'enjeu des problèmes. Et là, on a une situation globale qui pose la question aussi de l'action sociale en général, des services publics, de comment on doit évidemment mobiliser toutes les énergies. Je rejoins aussi le fait que, évidemment, quand c'est de très grande taille, c'est plus compliqué de faire de l'individualisation, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il faut agir. Mais les réponses, quelquefois, nous échappent. En tout cas, c'est presque, non pas un aveu d'impuissance, parce qu'il faut travailler sur ces questions-là. Et je pense que vous y êtes tous attachés, mais il y a des limites aussi, et qui sont souvent liées aux politiques. Et je pense qu'il faudra peut-être sensibiliser Valérie Létard, qui, en tant que ministre du Logement, était très volontariste sur les problèmes, notamment de violences faites aux femmes. Et je pense qu'il y a un enjeu national autour de cette question-là. Et voilà, c'était une toute petite conclusion comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Duflot. Il nous reste 3 minutes pour vraiment optimiser notre temps d'échange, pour ne pas gâcher ces 3 minutes qui sont pour le coup très, très bénéfiques. Je crois qu'il y avait une dernière question. Voilà, donc question on va dire de 20 secondes et réponse en 2 minutes et 40 secondes. 20 secondes. Très bien, je vais essayer. Allez, 30, merci beaucoup. Donc, ce serait surtout pour présenter une situation Bache Sabrina de la ville du Marin en Martinique. Donc, c'est une commune de 9000 habitants pour une marina de 800 bateaux. Là, le souci, c'est quoi? C'est que nous sommes dans la restructuration de cette marina et dans l'organisation de notre mouillage. Donc, pour ce faire, nous avons travaillé avec les services de l'État pour avoir la permission de pouvoir gérer notre mouillage. Jusque-là, tout va bien. Le souci, c'est que lors de cette mise en place de l'organisation du mouillage, on découvre une population vivant sur l'eau et les services de l'État nous informent à ce moment-là que nous avons des BHU, des bateaux hors d'usage, qui abritent des personnes et qu'il faudra reloger. Donc là, on se retrouve avec notre petite commune à devoir gérer 60 SDF, mais SDF marins. Voilà. Donc, derrière nous, on a à supporter le coût de démantèlement de ces bateaux qui ont été squattés par ces personnes. Et ensuite, la gestion et le relogement de cette nouvelle population qui va arriver sur notre commune, qui pour la plupart, ce sont des Européens. Donc, voilà. Mais quand même, on va devoir quand même assurer le relogement de cette population. Et on ne sait pas comment faire. Voilà, donc je trouvais ça très original à exposer, je pense, à l'Assemblée. Effectivement, merci pour cette situation assez typique, Juste, assez vous particulière. vous n'avez pouvez pas bénéficier des aides qui sont de la DIAL sur les démantèlements des bidonvilles. Parce que là, c'est un bidonville, mais avec l'eau comme spécificité, mais quand on a des fois des campements de genre du voyage qui ressemblent à des bidonvilles, on essaye d'utiliser ce genre de dispositif. Alors, peut-être pas bidonville, il y a le côté bidonville, ce serait le côté peut-être aggloméré, et c'est pas le cas puisque ce sont des bateaux qui sont vraiment diffus dans la baie. Donc peut-être qu'on va se pencher vers peut-être cette solution, on n'y a pas encore réfléchi, mais dans notre idée, on s'est dit quand même c'est des BHU qui sont diffus dans la baie, et qu'au fur et à mesure, on découvre ces épaves-là et on découvre des personnes qui vivent sur ces épaves et qui se rapprochent au niveau de notre CCAS pour demander domiciliation dans un premier temps, et puis derrière, surtout, une aide alimentaire, une aide pour le sanitaire, etc. C'est une population qui, en plus, pour rajouter, est extrêmement vieillissante. Et en plus, qui est attachée à son lieu de vie tel qu'il est qui aujourd'hui. Voilà, et qui c'est est, ça. voilà, Voilà. on voit ça avec les gens du Totalement, ce voyage. sont des vraies maisons, mais sur l'eau. Je vous remercie pour ce retour aussi d'une situation assez particulière chez vous, au Marin, en Martinique. Je propose d'arrêter notre échange. Peut-être j'invite aussi les personnes qui ont participé à cet atelier à échanger entre vous. Je pense que nos intervenants sont aussi à votre disposition pour pouvoir échanger, continuer un petit peu le débat. Merci Thierry Potet, merci Pierre Duflot, merci Jean-Baptiste Meaux.
Merci à vous toutes et tous pour avoir participé, pour votre attention. Et le congrès continue. Il y a d'autres ateliers, il y a d'autres tables rondes et d'autres agoras. Donc, bonne continuation et bon congrès encore. Merci.